On est dedans et on est ravis de l'accueillir comme à chaque fois. Jacques Beau, bonjour. Bonjour. Auteur de ce livre que nous avons beaucoup recommandé, que nous continuons à recommander, Opération Z, aux éditions Max Milo. Jacques Beau est ancien colonel du renseignement stratégique suisse et partie prenante des négociations lors de la chute de l'URSS. Et puis il a bien suivi les événements de Maïden en 2014 et il continue à suivre et de plus près. Alors oui, et moi de mon côté, je rappelle que Jacques Beau a souvent été présent sur RT France, c'est-à-dire l'organe médiatique national de la Russie en France, qui est maintenant interdit, et qui a souvent donné des interviews pour dire que par exemple les empoisonnements très très suspects des adversaires politiques de Poutine dans d'autres pays, ça a été causé par des intoxications alimentaires ou qu'ils auraient été assassinés par la mafia, mais que ça, il remet jamais en doute le gouvernement russe. Voilà, je préfère préciser ça pour vous dire un petit peu quand même que le monsieur a déjà une petite orientation. Deux choses d'abord. Qu'est-ce qui passe sur le front? Et enfin, ce qui se passe en ce moment, je le rappelle, les référendums. Les fameux référendums d'annexion, en tout cas de passer à la Russie, Oui, bon, l'annexion est passée à la Russie, c'est pareil, hein. de 4 zones ukrainiennes, je rappelle, les régions séparatistes de Donetsk et de Lugansk à l'est, et celles de Kherson et de Zaporizhia au sud. Je rappelle que les référendums qui ont commencé il y a 2 jours se terminent ce soir. Alors Jacques Beau, où en est-on exactement? Est-ce que c'est, encore une fois, un nouveau tournant, une nouvelle bascule, ou c'est la continuation? Non, on est dans une continuation. On a trop tendance en Occident à vouloir voir la situation en noir-blanc, alors que, comme dans tous les conflits, on est dans les zones de gris. Vous avez évoqué tout à l'heure la reprise de la région de Kharkov par les Ukrainiens. On a fait passer ça comme étant une défaite russe. Moi, je dirais que c'est plutôt une victoire ukrainienne qu'une défaite russe. Quoi? D'accord. D'accord. Ok. Mais c'est le principe, non? Quand il y a une victoire d'un côté, il y a une défaite de l'autre. Et quand il y a une défaite d'un côté, il y a une victoire de l'autre. Non? Enfin, moi, c'est ce qui me semble logique. Ah, c'est un peu la même chose, non? Non, pas tout à fait. Dites-moi. Parce que les Russes avaient abandonné cette zone avant que les Ukrainiens attaquent. D'accord. Ce sont les services de renseignement américains qui ont donné l'indication aux Ukrainiens que les Russes étaient en train de partir. Et les Ukrainiens ont alors à ce moment-là attaqué, ils ont repris un territoire sans combattre en réalité. Bon, alors là, on lui demande, d'accord, mais pourquoi est-ce que la Russie s'était retirée, etc. Alors lui, il dit, bah c'est simple, la Russie, en fait, elle a jamais voulu prendre la région de Kharkov, machin. Et puis, en plus, maintenant, il y avait le référendum au sud, donc elle a décalé toute son armée au sud, et voilà, ils sont fichus de Kharkov. Ok, donc ça, c'est sa version des faits. Vous pouvez aller voir la vidéo complète pour être sûr que ce que je dis est vrai, hein. C'est juste qu'en fait, c'était un peu long, donc j'avais pas mettre l'extrait tout entier, parce que c'était long pour pas grand-chose. En fait, ça c'est sa version des faits, mais on a une autre version des faits qui est sur Wikipédia, et Wikipédia, c'est, je rappelle, plusieurs sources, et pas juste quelqu'un qui écrit comme ça au pif. Et en fait, sur Wikipédia, ben, eux ils indiquent qu'en fait, s'il y avait moins de soldats à Kharkov, c'est après des semaines et des semaines de propagande ukrainienne sur l'imminence d'une contre-offensive dans le sud de l'Ukraine, que la Russie du coup a redéployé les troupes au sud. Donc c'est pas du tout le même récit qu'on laisse s'entendre. Là, c'est l'Ukraine qui a manipulé la Russie pour qu'elle puisse l'attaquer plus facilement, alors que dans l'autre, c'est la Russie qui a fait exprès de perdre, hein. On n'est pas du tout sur les mêmes lignes, là. Alors, je suis pas expert militaire, hein, donc on va passer les détails, etc. Pour information, du coup, l'Ukraine a repris des sites importants de Kharkov. Ce qui s'est passé, c'est que la Russie était pas contente, du coup elle a pété le courant électrique de toute la zone, hein. Donc voilà, ça effectivement, comme on dit souvent que la Russie elle est sympa avec les civils, voilà, bon bah alors coupe l'électricité, voilà, bon. C'est pas très gentil hein, envers les civils. Et autre information aussi, bon bah alors là vous pouvez croire entre guillemets ce que vous voulez, mais
A priori, ça a été sourcé. Une fois qu'ils ont réussi à reprendre les villes, les forces ukrainiennes, elles ont trouvé des morts civils, des camps de détention, avec des habitants enlevés, enfin des habitants qui témoignent avoir vu des gens détenus, enlevés, torturés, exécutés. Euh, on a trouvé des corps d'étudiants, enfin voilà. Donc non, la Russie, enfin là j'insiste dessus quand même, non, la Russie n'est pas super sympa à avancer tranquillement en essayant de faire le moins de dégâts aux civils, etc. Ça en tout cas c'est un truc qu'il faut sortir de la tête. Ou au moins remettre en doute ça, quoi. Parce que, désolé, mais comme il dit le monsieur, la guerre c'est ni noir ni blanc, ok? Donc à un moment, on peut pas penser que la Russie c'est des gens tout blancs qui font aucun mal aux civils. On peut au moins penser ça. Voilà. S'il vous plaît, au moins posez-vous la question sur ça, quoi. Aujourd'hui, on a toutes les troupes. Et quand je dis russes, il faut là aussi, j'insiste toujours là-dessus, Oui. il ne faut pas parler de troupes russes, il faut parler de troupes russophones, car en réalité, il y avait très peu de troupes à Russe. proprement parler russes dans la région de Kharkov. Bon bah source, parce que bon il dit oui selon mes sources américaines, selon mes sources américaines, selon mes sources américaines, d'accord. Moi je peux dire oui selon mes sources américaines aussi, je sais que tel truc. Bon, il n'y a pas de preuve quoi. Juste sur Wikipédia, encore une fois, pour réitérer, apparemment les renseignements britanniques ont indiqué que les troupes russes qui se sont retirées, c'était essentiellement des éléments de la première armée blindée de la garde russe, hein, et donc pas du coup bah, des séparatistes. Voilà, ça veut pas dire qu'il n'y avait pas de séparatistes ou que voilà, mais en fait il faudrait connaître la composition vraiment de toutes les armées qui sont présentes à Kharkov et je pense que c'est très dur et je suis pas sûr que tout le monde le sache quoi. Mais si on le sait, bah j'aimerais bien savoir où parce que j'ai cherché mais j'ai pas trouvé. Alors Jacques Beau, donc les troupes russes, vraiment russes, pas russophones, sont à la frontière. Voilà, Sont maintenant on massées a à la frontière. toutes les troupes russophones, si vous voulez, Alors je répète de ce qui vient de se passer, hein. Monsieur Barkov demande. Alors ça veut dire que toutes les troupes russes, elles, sont concentrées sur la frontière. Et là, Monsieur Beau répond oui, toutes les troupes russophones. On le sent un peu l'argument qui est là que quand on en a besoin et sinon on s'en fout. C'est pas du tout le cas. Je suis lucide. Et c'est une demi-victoire ou une victoire à la Pyrrhus un peu pour les Ukrainiens. Ils ont su en profiter politiquement, ça c'est absolument indéniable. Mais militairement, ils ont subi des pertes énormes. Parce que les Russes, en se retirant, ont gardé cette poche vide et ils ont accueilli en fait les Ukrainiens par de l'artillerie. Les Ukrainiens sont sortis et ils les ont bombardés. Voilà. Et les estimations qui combinent à la fois les pertes dans la région de Kherson et la région de Kharkov pour la période qui va des 3 premières semaines de septembre, c'est plus de 7000 hommes qu'auraient perdu les Ukrainiens. Ouais. Donc c'est absolument énorme. Et ça, c'est les estimations encore russes, les estimations des militaires. Des experts militaires américains vont même au-delà. Beaucoup plus haut. Bon déjà, Monsieur Berkov, pourquoi est-ce que vous dites beaucoup plus haut alors que votre invité il dit juste que c'est au-delà, hein? Vous n'avez pas besoin d'inventer à sa place, hein? Il peut très bien réfléchir tout seul. Et secondo, il y a que moi qui trouve ça bizarre, genre les estimations américaines seraient au-dessus des estimations russes. Vraiment. Genre, le pays en guerre ne va pas augmenter, gonfler le chiffre de morts plus que ce qu'il est vrai. Non, non, encore une fois, la Russie, elle est... Alors, tout à l'heure, on disait, oui, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. Excusez-moi, mais si la Russie, elle donne un nombre de morts qui est moins élevé que des alliés, enfin des alliés, on va dire des gens qui sont dans le même camp que l'Ukraine, mais encore une fois, mais la Russie mérite... limite, on va donner le prix Nobel de la paix à Poutine d'ici la fin de l'année, quoi. Sinon, j'ai vérifié, selon la Russie, c'est bien environ 7000 morts qu'il y a eu, sachant que selon l'Ukraine, il y a eu en face à peu près 2000 morts, de ce que j'ai compris. Le problème, c'est que, par exemple, pour les chiffres américains, je les ai pas trouvés.
Et encore une fois, je rappelle ça au cas où quand même. En avançant, les Ukrainiens ont découvert des civils qui ont été torturés, abattus, jetés dans des fosses communes. Enfin, c'est vraiment ça la belle Russie hein, que vous voulez défendre, c'est ça? On va rester à D'accord. 7000, c'est un chiffre conservateur. Bah, tant qu'il y aura pas de source américaine qui dira le contraire, non, pour moi c'est un chiffre haut parce que évidemment que le pays belligérant va sans doute augmenter les chiffres des pertes qu'il a causées chez l'ennemi plutôt que les sous-évaluer. Hein. Et ça, peu importe le pays. Et là, je parle pas de la Russie en particulier. Je parle de manière générale. C'est logique de faire ça. On va pas sous-évaluer les pertes qu'on a fait chez l'ennemi. Ça n'a aucun sens. Alors, parlons justement des référendums. Alors, si les référendums, tout le monde pense à tort raison. Alors, les adversaires, enfin les pro-ukrainiens disent que c'est un référendum bidon ou arrangé parce que c'est sous les bombes. Les autres disent pas du tout. Ils vont exprimer le sentiment des russophones de ces 4 oblasts. Donc, je rappelle Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhia. Bon, bah là, c'est quand même légitime de se poser la question. Là, on va enlever le cas, que ce soit Russie, Ukraine, etc. On va imaginer nous en France, par exemple. On va imaginer nous en France, on a, voilà, on va dire, on a la moitié du pays. Bon, là, c'est pas autant, mais allez, on va dire un quart, un tiers du pays qui est occupé par l'Allemagne. Donc les Allemands contrôlent les territoires, ce sont eux qui décident de l'électricité, de l'eau, etc. Enfin de tout ce qu'on veut. Ce sont eux qui ont la loi actuelle. Ce sont eux qui, en plus, allez, on va dire que du coup c'est l'Allemagne dictatoriale, donc en plus, a priori, pas du tout sympa avec les civils, surtout que dans notre cas, on va dire que voilà, on a retrouvé des cadavres de civils qui ont été torturés, etc. Voilà, donc on a toutes ces infos en tête, voilà, on est dans ces régions-là, et là, on a le pays qui nous occupe, notre région, avec des soldats dans la rue, hein, avec des fusils qu'ils ont déjà tirés sur des civils, et on vous demande est-ce que vous voulez être attaché à ce pays ou non. Voilà. Donc sans même parler de fraude ou de quoi que ce soit, faux référendums, etc. Juste le fait d'avoir dans la rue des civils du pays qui posent la question, pardon, pas des civils, des militaires du pays en question qu'ils ont déjà tiré sur votre famille ou des gens que vous connaissez, ou qui les ont emmenés en détention ou quoi que ce soit, eh ben, déjà on peut dire que c'est pas des très très bonnes, c'est pas une règle idéale, on va dire, enfin des règles idéales pour appliquer un référendum. Et en plus de ça, bah, le problème c'est que qui c'est qui est là pour vérifier de l'authenticité d'un référendum, vu que toute la région est occupée par le pays qui demande le référendum? Bah personne quoi. Donc ouais, c'est quand même extrêmement douteux, peu importe que ce soit le cas de la Russie ou non, juste un pays dictatorial qui pose cette question à un pays démocrate, à des régions d'un pays démocratique, on peut quand même légitimement se poser beaucoup de questions. Donc, si effectivement, nous aurons les résultats dans les 48 heures, je crois, si effectivement le rattachement à la Russie est demandé par une majorité confortable de gens. Donc, ces territoires deviennent obligatoirement et très vite russes, faisant partie de la Russie, Jacques Beau. Alors là aussi, il faut nuancer les choses. D'abord, vous avez des situations différentes à Donetsk et Lugansk qu'à Kherson et Zaporozhye. À Donetsk et Lugansk, on a 2 républiques qui, officiellement, enfin entre guillemets, sont déjà indépendantes. Et dont la question qui est posée à la population, c'est est-ce que vous voulez être attaché à la Russie, oui ou non? À votre avis? Oh, ce sera certainement oui. Ah oui. Je vous rappelle que ces républiques ont déjà demandé leur rattachement à la Russie déjà en 2014. C'est Vladimir Poutine qui avait refusé. Ah oui. Vladimir Poutine a toujours refusé d'intégrer ces républiques à la Russie. Alors oui, mais non,
parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il y a eu la guerre de déclarer, en fait. C'est parce que Monsieur Poutine, bah, il les a reconnus le 21 février 2022, alors que il devait ne pas les reconnaître, hein. Donc il les a reconnus pour justifier l'invasion de l'Ukraine. Donc si, hein, on peut pas dire qu'il a toujours refusé de les reconnaître. Il y a un petit peu la guerre à cause de ça, justement. Donc, Et Et là, puis, il a changé d'avis, là, en tout cas. alors, on ne sait pas On ne sait encore. pas Et c'est la encore, Douma oui. qui décide, comme vous l'avez dit, c'est pas lui. Oui, c'est vrai. Voilà. bon, c'est pas lui qui décide, c'est la Douma. Poutine, c'est un dictateur, hein. Donc la Douma, je pense qu'il en a rien à foutre. La Douma, elle est dans sa poche et c'est tout. C'est pas la Douma qui va décider à sa place. Ça c'est sûr. Et secondo, pourquoi il dit ah bah si on attend la décision? Non non, Poutine a envahi pour cette raison, hein. Donc il n'y a pas de oh ben on verra machin. Non, Poutine a envahi pour cette raison. C'est le casus belli de la guerre. Donc à un moment faut arrêter les conneries. La guerre est basée sur ça, donc effectivement c'est dans les objectifs de guerre au- à minima. Ça se trouve en plus après lui il aurait voulu aller plus loin. Rien nous dit que ça s'arrêtait que à là, hein, surtout en mobilisant des réservistes, etc. maintenant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va pas lâcher ça. D'accord. Maintenant, il faut savoir que ces populations du sud de l'Ukraine, elles ont toujours été considérées par les Ukrainiens comme des Ukrainiens de deuxième zone. On se rappelle des paroles de Poroshenko, de ce point de On vue-là. se rappelle les paroles de Poroshenko, on se rappelle aussi la loi qui a été adoptée l'année passée par Oui. l'Ukraine, dont on a très peu parlé en Occident, et pour cause, parce que c'est une loi qui différencie les droits des Ukrainiens en fonction de leur ethnicité. Ah oui, d'accord. Et oui, et donc, et c'est ce que beaucoup ont dit, c'est l'équivalent des lois de Nuremberg de 1935. Bon, Nuremberg, il y va fort quand même, hein, ça y est, on compare... Voilà, bah l'Ukraine, l'Ukraine c'est des nazis, voilà. Le raccourci il est quand même assez rapide à faire hein, dans ce cas-là. Bon bah malheureusement, il cite pas le nom de la loi ou la référence, etc. Donc j'ai dû chercher pour moi-même des lois de 2021 qui pourraient se rapprocher de ce qu'il dit. Alors il y a bien une loi qui pourrait se rapprocher de ça dans un certain sens, c'est une loi adoptée en 2021 sur les peuples autochtones d'Ukraine, qui va consacrer des garanties relatives aux droits des peuples autochtones, donc notamment la protection des droits culturels, informationnels et autres. Et dans cette loi, en fait, on stipule que les peuples autochtones d'Ukraine qui vivent sur le territoire, euh, ça va être les Tatars de Crimée, enfin sur la péninsule de Crimée, ça va être les Tatars, les Karites et les Krimchaks. Le problème, je suppose, qui est soulevé là par Monsieur Beau, c'est que bon, en fait, on ne mentionne pas, par exemple, la population russe. D'accord, dans ce truc autochtone. Mais en fait, dans cette loi autochtone, effectivement, on ne mentionne pas les Russes, on ne mentionne pas les Romani des Balkans, on ne mentionne pas les Ruthènes, on ne mentionne pas les Biélorusses, on ne mentionne pas les Moldaves, on ne mentionne pas les Bulgares, on ne mentionne pas les Hongrois, on ne mentionne pas les Roumains, on ne mentionne pas les Polonais, on ne mentionne pas les Arméniens, on ne mentionne pas les Grecs, on ne mentionne pas les Yiddish, on ne mentionne pas les Azéris, on ne mentionne pas les Géorgiens, on ne mentionne pas les Allemands, etc., etc. Donc, je pense que vous avez compris un peu le principe, c'est que en fait, elle a décidé de classer certains peuples en tant qu'autochtones, car natifs de cette région, selon elle, et uniquement de cette région. Alors, je ne dis pas que ça va pas forcément à l'encontre de la définition d'autochtone donnée dans des lois plus généralistes, où effectivement là on pourrait inclure les minorités. Mais en tout cas, c'est pas ce qu'ils ont fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça touche pas que les Russes, d'accord, hein, ça touche aussi toutes les autres minorités qui sont pas inclus dans la loi d'autochtone. Sachant que c'est pas parce qu'ils sont pas inclus dans la loi par rapport aux autochtones que ils vont pas être protégés. Mais effectivement, il faut faire attention quand même. Donc oui, en fait, c'est là, on va dire, il y a une partie de oui et de non. Il y a une partie de oui parce que effectivement, la loi, elle va pas entériner une protection sur les minorités, en tout cas pas sur toutes les minorités. Mais de l'autre côté, bah, ça veut pas dire que on a automatiquement un rejet de toutes ces minorités.
Sachant qu'il n'y a pas que les Russes, encore une fois, hein. Même si effectivement c'est la proportion la plus importante, bah, il y a pas que les Russes non plus. Et alors, on va parler d'autre chose, hein, au passage. Donc oui, on peut reprocher l'Ukraine, on peut avoir des reproches à faire sur l'Ukraine sur ces sujets-là, effectivement. Maintenant, je vais aussi porter un autre point, qui n'est pas porté par Monsieur Lebeau. On voit ici que les mobilisations, selon les témoins, ça vise quand même beaucoup les minoritaires, hein. A priori, il y a la présidente de la Free Buryata Foundation, donc qui représente le Buryat qui est à l'extrême orient, enfin la Buryatie qui est à l'extrême orient de la Russie, qui apparemment elle se tape vraiment une mobilisation totale, hein, c'est pas une partielle. En Crimée, qui a été annexée par la Russie, tiens, bah, qui c'est qui est envoyé, enfin qui est pris en tant que réserviste? A priori, on aurait 80% des ordres de mobilisation distribués en Crimée qui sont adressés à des Tatars, alors qu'ils ne représentent que 20% de la population régionale. Donc on voit quand même qu'au niveau minorité, la Russie, elle n'a pas spécialement de leçons à faire à l'Ukraine. Ça veut pas dire que l'Ukraine, elle a pas à modifier des choses, hein. Mais ça veut dire que effectivement tout est gris, comme se disait ce monsieur. Et donc non, la Russie n'est pas blanche sur ce côté-là non plus. Vladimir Poutine avait, le 12 juillet de l'année passée, écrit un article disant que c'était une erreur des autorités de Kiev, qu'elle devait considérer la population, l'ensemble de la population ukrainienne comme ukrainienne et ne pas faire de différence selon l'ethnicité, etc. Et c'est un peu la raison pour laquelle les Ukrainiens du Sud, parce que ce sont des Ukrainiens du Sud jusqu'à maintenant, se sont considérés, ne se sont jamais sentis vraiment ukrainiens. Donc discriminés, ostracisés. Bon, malheureusement, encore une fois, je n'ai pas trouvé de documents qui affirmaient ou infirmaient ce que ce monsieur dit. Si on veut faire une vraie critique, par exemple, d'un racisme qui a eu lieu en Ukraine, c'est le racisme, par exemple, par rapport aux gens qui ont voulu s'échapper de l'Ukraine en prenant les bus, etc. Où, a priori, il y aurait eu du racisme vers les personnes de couleur noire. Par les autorités ukrainiennes en mettant en priorité d'autres personnes que celles-ci. Voilà, ça c'est un vrai quelque chose qui est vraiment prouvé, etc. Donc moi j'attends qu'on me mette un document qui prouve que il y a une partie des Ukrainiens qui ont été discriminés, etc. Parce que là j'ai pas de source, hein. Et pourtant on peut trouver des sources pour d'autres discriminations. Donc j'excuse pas l'Ukraine sur ces discriminations, mais après, si on fait des allégations, faut qu'elles soient fondées par des sources ou des choses comme ça. Et vous avez parlé d'un référendum sous les bombes, mais actuellement, ceux qui sont bombardés, c'est effectivement, on a vu ça à Donetsk, on a vu à Kherson, on a vu à Zaporogie, les files d'attente se faire bombarder par les Ukrainiens. Donc les files d'attente de civils. De civils voilà. qui vont voter. Donc les files de... Alors... Bon, désolé, hein, je vais me répéter, hein, source, s'il vous plaît. Parce que en cherchant sur internet des mots-clés, genre file d'attente bombardée par l'Ukraine ou bombardement ukrainien, etc., je trouve quasiment rien. Par contre, on se rappelle des des problèmes qu'il y a eu avec les convois humanitaires russes, enfin ukrainiens, qui ont été attaqués par les Russes ou empêchés par les Russes, hein. Donc bon, après pour le moment ce qui est prouvé, c'est que il y a eu des couloirs humanitaires qui ont été cassés par les Russes et les files d'attente ukrainiennes, aucune information nulle part. Donc si le monsieur veut bien donner ses sources et pas dire tout le temps à chaque fois qu'il tire ça de ses contacts en Amérique ou je sais pas, ça serait plus pratique, quoi. Autant les mettre à jour et les donner à tout le monde, comme ça tout le monde peut les voir. Ça sert à rien de les cacher. C'est un petit aspect. Donc, oui. Alors donc, Jacques Beau, à supposer, enfin, ça va probablement vers ça, qu'une majorité, y compris du Sud, vote pour leur attachement à la Russie. Ça veut dire que dans un délai quand même assez rapide, ces 4 oblasts deviennent territoire russe.
Poutine aurait dit, enfin a dit, écoutez, quiconque s'attaque à la Russie, écoutez, nous répondrons comme de droit. Donc, est-ce que ça change vraiment de ton, de qualité peut-être, parce que du coup, c'est l'OTAN, enfin une partie de l'OTAN, l'Ukraine face à la Russie. À moins que j'ai loupé un méga épisode, hein, depuis qu'il y a l'annexion des territoires par la Russie, il me semble pas que l'Ukraine soit rentrée dans l'OTAN, donc il me semble toujours pas que c'est une offensive de l'OTAN. Je crois qu'on est toujours au statut de l'invasion russe, vu que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Donc c'est même pas une partie de l'OTAN qui l'attaque, non, c'est l'Ukraine quoi. Puis c'est pas l'Ukraine qui l'attaque, c'est l'Ukraine qui veut récupérer ses territoires, donc c'est pas la même chose. C'est une guerre ouverte. Est-ce que Poutine considéra que toute atteinte, une fois le référendum passé, est gagnée par les pro-russes? Est-ce que Poutine considéra comme un casus belli et que la Russie intervient à plein gaz, comme on dit, si effectivement les Ukrainiens et Kiev continuent de bombarder ces oblasts? Est-ce que ça risque d'aller vers ça? Alors évidemment, on va vers une situation qui est beaucoup plus, j'allais dire plus carrée d'une certaine manière. Ceci étant, j'aimerais juste ouvrir une parenthèse. Oui. Vladimir Poutine n'a pas dit qu'il utiliserait l'arme nucléaire, contrairement à ce qu'on dit nos médias. Non, il je ne l'ai l'a pas dit. non plus. Non, je sais, vous l'avez. J'ai dit tout à fait. Vous avez bien fait attention. Mais dans le texte original, il ne parle pas d'utiliser l'arme nucléaire. D'ailleurs, ça ne fait pas partie de la doctrine russe que d'utiliser les armes nucléaires tactiques. Je vais vous repasser un extrait de Monsieur Vladimir Poutine qui dit que... Alors non, il dit pas « je vais utiliser l'arme nucléaire ». Il dit on va utiliser tous les moyens à disposition de la Russie si jamais il y a une attaque sur son sol. Sachant qu'elle va considérer comme son sol les territoires annexés en Ukraine, évidemment. Je veux rappeler à ceux qui s'autorisent à faire des commentaires que la Russie a une variété d'armes de destruction. Si l'intégrité territoriale de notre pays est menacée, nous utiliserons tous les moyens possibles pour protéger la Russie et notre peuple. Ceci n'est pas du bluff. Écoutez, moi, quand on me dit, quand la Russie me dit, elle va utiliser toute sa puissance possible, si jamais sur ce territoire est attaqué, dans toute sa puissance possible, il y a la bombe atomique d'inclus. Hein. Si on veut faire une petite comparaison comme ça, imaginez, moi je suis votre voisin. Dans mon jardin, j'ai plein de cailloux, de trucs comme ça. Voilà, donc si je vous tape dessus avec, ça vous fait mal quand même, c'est chiant. Enfin, c'est plus que chiant, oui, ça peut vous blesser, etc. Je vous dis, vous mettez pas un pied dans mon jardin, sinon je vous balance tout mon armement. Et là, vous voyez que, en plus de mes cailloux que je peux vous jeter, etc., j'ai aussi un bazooka dans mon jardin. Est-ce que vous avez considéré que quand je dis tout mon armement, vous considérez les cailloux, les rochers peut-être, les hauts rochers, ou j'en sais rien, moi les râteaux, et vous avez peut-être considéré aussi le bazooka, hein, plutôt que juste considérer les cailloux, le râteau, et voilà. Hein, enfin, ça me paraît logique. Donc oui, quand Poutine parle de toute sa puissance, il parle des bombes nucléaires. Voilà, il y a pas à y réfléchir pendant 30 000 ans. Hein, Ça commence par là. Et que si le territoire national est touché, et c'est là où votre question intervient, parce qu'à ce moment-là, puisqu'on a étendu le territoire national, il peut être touché, mais les premières ripostes ukrainiennes, russes, Oui. se feraient avec des armes hypersoniques, des armes qui sont, leur côté terrible n'est pas tellement dans leur capacité destructrice, mais dans le fait que les Occidentaux sont incapables d'arrêter ces armes. Ah oui, vraiment. Voilà. Aujourd'hui, on dit, actuellement, le polémologue que vous êtes vous dit qu'aujourd'hui, les armes hypersoniques russes sont on peut instoppables. Instoppables pour l'instant, oui, tout à fait. Et c'est pour ça que la doctrine russe prévoit l'engagement de ces armes-là, mais ce ne sont pas des armes nucléaires. Ok, le truc c'est que la Russie en utilise déjà alors qu'elle n'est pas attaquée au niveau du territoire.
Donc quand il parle de tout son arsenal, il parle pas que de ça a priori, vu que ça il l'utilise déjà. C'est important. D'accord. Il est important aussi de rappeler que la raison pour laquelle les armes nucléaires ont été évoquées dans le discours de Vladimir Poutine, c'est parce que Liz Truss, le 24 août, a dit qu'elle était prête La à première déclencher... ministre anglaise. La nouvelle première ministre britannique a dit qu'elle était prête à lancer une guerre nucléaire, y compris si cela conduisait à une annihilation globale. Ça c'est vrai, je mets les sources dans la description. Par contre, ça veut pas dire que c'est en réaction de ça que Poutine en a parlé, puisqu'il en avait déjà parlé longtemps au début du conflit, alors après les sanctions économiques prises contre la Russie, où il disait qu'il mettait ses forces de dissuasion en alerte. Et quand on dit forces de dissuasion, bon, on se doute bien de quoi il parle. Et je vous rappelle aussi, ce que nos médias n'ont évidemment pas dit, c'est qu'au début avril de cette année, George Biden a révoqué la politique américaine du no first use des armes nucléaires. En d'autres termes, depuis avril, les Américains se réservent le droit d'utiliser l'arme nucléaire en premier. En premier, oui. Avant, il disait c'était pas de première frappe. Exactement. Comme les Russes le font d'ailleurs. Les Russes ont toujours cette politique de no first use. Oh là là, l'enchaînement! De conneries. Ouais, en fait, non, il l'a pas révoqué. C'est que ça, c'est le cas depuis un certain moment. C'est juste que lui, il avait promis que, effectivement, il le changerait pour que ça devienne qu'en cas de réplique. Et au final, il est revenu sur cette promesse et c'est pas qu'en cas de réplique. Mais en tout cas, il a pas annulé un truc qui existait. Ça, c'est faux. Et en plus, c'est faux aussi de dire que la Russie c'est différent, parce que la Russie c'est exactement la même chose. Ils se réservent le droit d'appuyer sur le bouton pour lancer des armes atomiques en cas d'attaque conventionnelle, et pas seulement en cas d'attaque atomique. Donc tout ça là c'est faux. On est un peu passé à un autre stade, parce que ça montre d'abord une certaine forme d'irréversibilité des gains territoriaux qui ont été faits par la Russie. Et c'est un peu un pied de nez aussi aux Occidentaux, parce que je vous rappelle qu'au mois d'avril, fin mars, début avril, Volodymyr Zelensky avait fait une proposition à la Russie pour un règlement de la situation, et qui comprenait notamment la reconnaissance de l'indépendance des républiques du Donbass, la souveraineté russe sur la Crimée, et la neutralité de l'Ukraine. Et ce sont les Occidentaux qui ont empêché ça. Bon encore une fois source, parce que j'ai beau chercher là, j'ai cherché un peu partout s'il y avait des journaux ou quoi que ce soit, des médias qui en mettaient en compte ça, etc. J'ai rien trouvé. En fait, il y a eu des tentatives de pourparler, et le problème c'est qu'elles sont devenues de plus en plus compliquées à partir du moment où l'Ukraine s'est de mieux en mieux défendue et a donc commencé à avoir moins peur de la Russie et à se dire qu'elle pouvait résister. Et aussi en parallèle avec vu comment se comportait l'armée russe, etc. Ça a été de plus en plus dur de négocier avec eux vis-à-vis par exemple à des crimes de guerre ou des choses comme ça. C'est tout ce que j'ai trouvé. Et de nouveau, qui ont pressé c'est les Occidentaux. Et ma citation vient de l'Ukraïnska Pravda. Donc c'est pas du tout Vladimir Poutine. C'est bien les médias ukrainiens qui se sont plaints. Ensuite, concernant l'Ukraïnska Pravda, je suis allé sur leur site et il y a tout qui est traduit en anglais, donc c'est super cool. Et on peut voir les archives, donc je vous mets le lien par rapport aux archives. Vous regardez 2022, vous regardez fin mars, vous regardez début avril. Je n'ai pas trouvé de message qui se plaignait des Occidentaux qui bloquaient la négociation. Tout ce que j'ai vu, c'est que des appels à calmer la Russie, à des dénonciations de crimes de guerre, de choses qui se passaient en Ukraine, etc. Donc pas du tout dans l'optique d'une négociation avec la Russie, et pas du tout dans l'optique d'accuser les Occidentaux de l'empêcher. Il y a Boris Johnson qui, le 2 avril, a appelé Zelensky pour lui dire de retirer son offre, sans quoi il n'y aurait plus de soutien occidental. Et il a réitéré une troisième fois sa pression sur Zelensky lorsqu'il est venu le 9 avril.
Je sais plus ça fait combien de fois que j'ai demandé. Source. Je trouve rien sur internet. Rien par rapport à un appel sur le 2 avril. Au niveau du 2 avril. Rien. Aucun document. Rien. Même pas une trace. Même pas sur des sites qui peuvent être pro-Poutine. Rien. J'ai rien trouvé. Et le 9 avril, bah oui, il y a une visite de Johnson à Zelensky, mais rien, pareil, rien de trouvé qui montrerait que Johnson obligeait Zelensky à faire des choses. Rien du tout. Juste une offre d'aide, c'est tout. Mais si on avait accepté ça, l'Ukraine d'aujourd'hui aurait beaucoup plus la configuration de ce qu'elle avait fin février. Or maintenant, avec en admettant que les référendums aboutissent, etc., eh bien, on aura une sorte de... les gains seront figés et la Russie se sera effectivement étendue. Et en grande partie parce que les Occidentaux ont refusé que l'Ukraine s'engage dans la voie de négociation qu'elle avait elle-même demandée.